Alors, bonsoir à tous hein, et à toutes. Alors, déjà, permettez-moi de remercier hein, les initiateurs de toutes ces manifestations parce qu'il s'agit évidemment d'une série de manifestations, dont l'une pour ce qui concerne la Martinique. Alors, je ne sais pas si tout notre auditoire vient de Martinique. C'est un peu ça la magie des technologies. Mais dans ma propre commune, demain, il y a l'une des manifestations phares et personnellement, je m'en réjouis. Alors, c'est vrai que la Cresse Martinique est une jeune association de par sa naissance, hein, puisqu'elle n'a qu'un an d'existence environ. Il a existé une Cresse en Martinique par le passé qui a été dissoute pour des raisons sur lesquels je ne vais pas m'étendre à la fois parce que je n'y étais pas et puis je crois que c'est pas non plus, on n'a pas à se vanter des raisons qui ont amené cette dissolution. C'est la raison pour laquelle, il y a de cela à peu près 2 ans et demi, nous avons, quand je dis nous, c'est les militants de l'économie sociale et solidaire, comme je nous appelle, nous nous sommes réunis afin de repenser la structure juridique d'une CRES, afin de repenser la stratégie de cette CRES et nous avons soumis notre projet à la dette Martinique, hein, la direction de l'économie alors c'est la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, et à travers la correspondante ESS en Martinique, à qui je fais un gros clin d'œil, Madame Patricia Lidard, nous avons initié une démarche de création, pas même pas recréation, de création d'une CRES, une Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, à la Martinique. Ça fait 1 an que nous sommes dans cette démarche de création. Alors, 1 an, ça fait beaucoup hein, pour une association, ben, tout simplement parce que une CRES, ce n'est pas une association comme les autres, puisqu'elle résulte à la fois de la loi du 31 juillet 2014 sur l'économie sociale et solidaire, dite loi Hamon, mais aussi elle est, on va dire, supervisée par les représentants territoriaux de l'État, la dette que j'ai citée, et donc avec des fonds publics, et donc aucune, on va dire, aucun laisser-aller et aucune marge de manœuvre autre que celle qui régit le fonctionnement d'une crèche ne nous est laissée. C'est la raison pour laquelle, ne serait-ce que le recrutement de l'équipe de permanents est une phase longue, est une phase particulière parce qu'elle ne souffre d'aucun manque de rigueur. Donc, ça fait 1 an et nous sommes, j'ai presque envie de dire, au bout du chemin, du cheminement de construction, du chantier de construction. Nous commençons un petit peu à voir les choses se dessiner et entre-temps, pour que les missions de la CRES soient préservées, nous avons assuré avec un conseil d'administration restreint que j'ai le plaisir et l'honneur de présider, nous avons assuré les missions de la CRES à la Martinique, particulièrement, on va dire, deux missions principales. C'est la mission de représentation et la mission de promotion de l'économie sociale et solidaire. À ce titre, j'ai été invité à cette soirée, à ce webinaire, afin de présenter cette presse. Alors, quand je dis promotion, il ne s'agit pas de promotion au sens commercial du terme, où je souhaite vous vendre quelque chose sur lequel on souhaite faire des bénéfices. Hein. Je vous rassure tout de suite, nous sommes économie sociale et solidaire, nous sommes une association loi 1901 et nous croyons fortement en l'économie sociale et solidaire. C'est la raison pour laquelle nous en sommes des militants ardus et Sandra, qui est à mes côtés depuis bien longtemps, ne va pas, j'espère, me contester. Euh, Pourquoi le monde associatif est un monde qui nous intéresse au premier plan? Ben, tout simplement parce que dans l'économie sociale et solidaire, les structures majoritaires jusqu'à maintenant sont des associations. Et l'absence ou la non-lucrativité qu'on essaie, la loi 1901, association, loi 1901 à but non lucratif, cette non-lucrativité qui fait la caractéristique des associations nous rend redevable à l'égard de ce monde particulier, d'autant plus qu'aujourd'hui, on peut dire que le monde associatif que l'on a connu il y a une trentaine, une quarantaine, une cinquantaine d'années n'est absolument plus le même qu'aujourd'hui.
pour trois raisons, et nous allons passer à la diapo suivante juste après mon propos. Pour trois raisons, je disais. Premièrement, parce que pour ce qui concerne le territoire de Martinique, le monde associatif est, selon moi, une soupape très, très importante d'équilibre et de stabilité de nos territoires et de, on va dire, de nos populations. S'il n'y avait pas les associations, croyez-moi que nous serions dans une situation d'explosivité sociologique et ça, ce serait très grave. Ensuite, le monde associatif a muté. Il a muté parce que les associations sont devenues de plus en plus employeurs, elles sont devenues de plus en plus réceptrices de fonds publics et de fonds parfois très importants. On n'a qu'à simplement regarder ce que mobilise comme subvention, comme sponsor les YOL aujourd'hui qui sont mondialement connus, les YOL de Martinique, les associations de YOL. Ce sont parfois plusieurs centaines de milliers, voire pas loin d'1 million d'euros que certaines associations mobilisent en termes de sponsoring. Donc, vous imaginez que quand on brasse comme ça des centaines de milliers d'euros pour une association, on a des obligations de professionnalisme en termes de management des fonds, de management des personnels, etc., qui sont extrêmement élevés. Et puis concomitamment à ces deux raisons, nous constatons que le monde associatif est de plus en plus présent dans tous les domaines quasiment de la société, que ce soit les domaines qui touchent à la personne humaine, que ce soit les domaines qui touchent au sport ou aux infrastructures culturelles, patrimoniales, etc., etc., politique, bien sûr, politique, et oui, et religieux, etc. Et là aussi, il est nécessaire que nous ayons des pratiques beaucoup plus professionnelles que celles que l'on connaissait jadis avec un certain amateurisme, avec une certaine bonne volonté de personnes plus ou moins disponibles parce qu'en retraite, etc. Donc, l'économie sociale et solidaire et la loi de l'ESS du 31 juillet arrivent à point nommé justement pour redéfinir, pour cadrer enfin les pratiques et assurer la pérennité, voire le développement non seulement du monde associatif, mais de l'économie sociale et solidaire en général. Alors, je parle du monde associatif parce que, évidemment, il rayonne dans tous les secteurs de notre société. Et pareil pour l'économie sociale et solidaire, où il ne faut surtout pas dire que l'économie sociale et solidaire soit un secteur d'activité. Ce n'est pas un secteur d'activité, c'est une façon d'entreprendre. Et il y a certains principes qui régissent cette économie sociale et solidaire qui sont des règles qui sont posées par notamment euh, la loi du 31 juillet 2014 et ces règles font justement l'appartenance ou la non-appartenance à l'économie sociale et solidaire. Alors, petite précision quand même sur le plan légal, il est bien évident que nous ne sommes pas aussi encadrés que certaines professions protégées comme la médecine, etc. Par contre, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a la dette, qui est une structure qui va accréditer certaines structures de l'économie sociale et solidaire ou pas. Alors, pourquoi il y a besoin de cette accréditation? Vous allez comprendre pourquoi je parle d'accréditation, mais tout simplement parce que non seulement on peut relever de l'économie sociale et solidaire par son appartenance, on va dire, juridique, hein, son appartenance statutaire, le monde associatif est d'emblée relève de l'économie sociale et solidaire, mais il y a aussi certaines structures à but lucratif, comme certaines entreprises du marché libéral, qui peuvent obtenir une accréditation et devenir des ESUS, des entreprises solidaires d'utilité sociale, qui leur ouvrent une voie à des avantages fiscaux, aussi des gains en termes d'image et des gains de marché, compte tenu de leur engagement, on va dire, dans l'économie sociale et solidaire et le respect de certains principes que vous voyez assurés ici. Maintenant, il y a aussi les entreprises à mission et les entreprises à impact qui sont des entreprises de l'économie classique qui, par leur engagement soit statutaire ou soit stratégique, peuvent obtenir ce statut
d'entreprises à mission et d'entreprises à impact, et avec évidemment les avantages que cela procure, notamment sur le plan fiscal. Maintenant, il y a, et on va dire, des entreprises qui parfois posent question, je ne dis pas problème, mais qui posent question, puisque si une entreprise ne démontre pas, parce que c'est une question de démonstration, vous savez que le système français est un système déclaratif, hein, aussi bien sur le plan fiscal que sur le plan des accréditations, etc. Si l'entreprise ne démontre pas aux instances d'accréditation qu'elle est elle se veut être de l'économie sociale et solidaire, elle n'obtient pas cette accréditation. Donc, il y a des entreprises, en Martinique, par exemple, qui ont été rejetées, qui ont vu leur dossier rejeté quant à leur candidature au statut d'ESUS, d'entreprise solidaire d'utilité sociale. On peut aussi voir que certaines associations ont des pratiques qui s'assimilent beaucoup plus à des entreprises à but lucratif qu'à des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Vous savez que dans le monde associatif, il y a parfois des présidents ou même des directeurs qui managent leur association presque bon, comme une entreprise à but lucratif, avec les restrictions, avec les contraintes, avec les pressions d'une entreprise de l'économie de marché. Et on peut se poser la question du caractère, on va dire, non lucratif de ces structures. Alors, la question reste posée, le débat reste ouvert. Mais nous, CRES, aujourd'hui, nous aurons justement pour rôle de clarifier un peu ce domaine, hein, clarifier cette économie en ayant le pouvoir de désigner nommément les entreprises qui relèvent de l'économie sociale et solidaire, suivant les critères qui sont des critères relevant de la loi, et celles qui n'appartiendraient pas éventuellement selon nous, selon notre évaluation, à cette économie sociale et solidaire. Pour cela, nous n'aurons pas, la CRES ne sera pas une entreprise de conseil, la CRES sera plutôt un bureau centralisateur qui va permettre à certains professionnels de s'occuper de l'accompagnement à la création, de l'accompagnement au développement, de l'accompagnement au maintien des structures de l'économie sociale et solidaire. Et pour cela, il y a effectivement, comme vous le voyez ici, un cadre légal qui va devoir être respecté par ces structures, et nous allons fixer un cahier des charges à ces cabinets de consulting qui seront amenés à accompagner ces structures de l'économie sociale et solidaire. Ce qui signifie que l'un des pouvoirs régaliens de la CRES sera celui de pouvoir accréditer des cabinets destinés à accompagner les porteurs de projets ou les entreprises qui se veulent de l'économie sociale et solidaire. Cet accompagnement, évidemment, présente un certain nombre d'avantages, notamment sur le plan financier, puisque l'État, la CRES, va se charger de faciliter l'accès à l'accompagnement, ce qui, d'un point de vue financier, sera quand même à la fois beaucoup moins coûteux pour une entreprise que de s'adresser au secteur marchand du consulting, mais aussi et surtout ouvrira la porte à la facilitation de l'accréditation, par exemple, du statut des US ou éventuellement de la promotion, puisque la CRES a comme premier objectif d'assurer la promotion de l'économie sociale et solidaire. Alors, la promotion, le rôle que son président joue aujourd'hui face à vous, c'est un petit peu ce rôle de promotion, puisqu'il s'agit de communiquer sur le rôle que la CRES va jouer. La CRES aura aussi comme rôle de créer un observatoire de l'économie sociale et solidaire, parce que nous savons qu'il est compliqué pour nous, militants de l'économie sociale et solidaire, de savoir exactement quels sont les contours de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi? Mais tout simplement parce que, je l'ai dit et je le répète, l'économie sociale et solidaire, c'est avant tout une façon d'entreprendre. Et comme on dit que c'est une façon d'entreprendre, quel que soit le statut juridique qu'on ait, ben, on peut se revendiquer de l'économie sociale et solidaire. Maintenant, un peu comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, ben, pourquoi ne pas, ou bien comme dans le domaine de la qualité, on peut très bien faire de la qualité sans pour cela être certifié.
ISO ou etc. Donc, on peut très bien militer, développer des actions de l'économie sociale et solidaire sans nécessairement chercher à avoir une accréditation ESUS ou etc. Donc, vous imaginez bien que il convient pour nous d'avoir cet observatoire qui va, par le biais de panoramas, par le biais d'informations sectorielles, par le biais d'un certain nombre de statistiques, fera ressortir et publiera toutes les réalités du secteur, du secteur, vous voyez, le lapsus, du domaine de l'économie sociale et solidaire, de façon à la fois à connaître l'état des lieux, parce que c'est bien, c'est nécessaire, évidemment, un peu comme l'INSEE le fait pour l'économie classique, c'est nécessaire de savoir où on en est, hein, est-ce que ça se développe, est-ce que ça régresse, dans quel domaine, etc. Savoir aussi quels sont les dispositifs, parce qu'il y a de plus en plus de dispositifs d'accompagnement, comme je l'ai dit, spécifiques à l'économie sociale et solidaire, comme les financements alternatifs, comme les mesures de garantie d'emprunt, aujourd'hui auprès des organismes bancaires et autres, comme les dispositifs évidemment de financement sous forme de subventions publiques, mais aussi des exonérations fiscales et sociales qui touchent au secteur de l'économie sociale et solidaire, sans parler des appels d'offres, etc. Donc, il existe aujourd'hui toute une palette de dispositifs qui favorisent le développement et l'amplification de l'économie sociale et solidaire en complément de l'économie classique, mais il faut les connaître. Et ce sera aussi le rôle de l'Observatoire. L'Observatoire aussi va mettre en avant, en évidence, ce qu'on appelle les métiers en tension. Un jeune qui veut créer veut se lancer dans, on va dire, dans l'économie, aura la possibilité de se rendre compte que dans l'économie sociale et solidaire, il y a des opportunités. Alors, on parle de silver economy, on parle de vieillissement de la population, etc. Ce sont toutes ces tendances, hein, sociologiques qui peuvent constituer des opportunités à défaut de constituer des handicaps. On parle d'économie circulaire, vous savez qu'en Martinique, sur 1128 km², vu le rythme de consommation que nous avons et donc de production de déchets ou de produits en fin de vie, il serait nécessaire que l'utilisation et le recyclage ou la réutilisation de ces produits puissent nous permettre de diminuer quand même nos rejets, à la fois évidemment en matière de lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi tout simplement en matière de protection de notre environnement, de nos ressources, etc. Nous n'en avons déjà pas beaucoup, donc autant les économiser. Bon, donc cet observatoire va se développer et va nourrir les acteurs de l'économie sociale et solidaire de certain nombre d'informations. Il va s'agir aussi de développer, de promouvoir l'entrepreneuriat, c'est-à-dire essayer par le biais de formation, par le biais d'information, par le biais d'incitation auprès des écoles, etc. Par exemple, j'interviens auprès de l'école solidaire pour l'économie solidaire partenaire de la République, l'ESPER. Hein, c'est une structure donc, de promotion de l'économie sociale et solidaire auprès du monde scolaire et académique. Et donc, il s'agit pour nous de susciter des vocations de façon à ce que les jeunes se rendent compte, hein, qu'il y a des choses à faire, il y a des métiers à trouver en matière d'économie sociale et solidaire. Et puis, vous savez que nous sommes dans un état de droit et il s'agit là aussi pour nous de donner aux politiques, alors aux politiques aux différents niveaux de compétences, les éléments, les outils, les informations leur permettant de fixer des orientations politiques et budgétaires en faveur de l'économie sociale et solidaire. Il n'y a pas pire mauvais décisionnaire que celui qui ignore tout. Et nos politiques ont besoin de ces informations, tant sur le plan local hein, que sur le plan national, voire sur le plan international, par exemple européen, pour que il y ait justement la prise en compte de nos réalités, de réalités transversales et communes aussi, hein, puisque nous appartenons à on va dire une structure qui s'appelle ESS Outre-mer et qui, avec la Guyane, avec la Réunion, avec la Guadeloupe, Mayotte, bientôt Saint-Martin et la Martinique, partageons un certain nombre de particularités, ben, notre insularité, notre éloignement de Paris, etc., notre histoire aussi parfois commune, hein, un peu chaotique, et puis
à l'intérieur de chacun de ces territoires, j'ai oublié la Nouvelle-Calédonie, à l'intérieur de chacun de ces territoires, nous avons des spécificités, des particularités, parce que l'histoire du peuple martiniquais n'est pas la même que le peuple tahitien, n'est pas la même que le peuple calédonien, n'est même pas la même que le peuple guadeloupéen. Donc, vous imaginez qu'il y a des particularités que nous devons mettre en avant de façon à ce que nos territoires soient des projets de valorisation d'activité, de valorisation de l'individu, puisque je rappelle que l'un des principes fondamentaux de l'économie sociale et solidaire, c'est mise de l'être humain au cœur du système, d'accord, au détriment parfois d'indicateurs tels que la rentabilité, le profit à tout prix, etc. Et donc, remettre les populations au cœur du système, c'est quand même une finalité que nous poursuivons. Et pour que cela soit fait, il faut que nous prenions en compte les particularités de ces populations. La France, c'est une mosaïque de populations, y compris sur le plan continental. Quand on va dans le nord, quand on va au Pays Basque, ou bien en Alsace, ou bien en Corse, ou bien dans le Languedoc-Roussillon. Enfin, ça se dit plus en Languedoc-Roussillon, maintenant on dit Occitanie, ou dans le Chardonnay. Vous imaginez bien qu'il y a des populations, il y a des cultures, il y a des produits, il y a des terroirs différents qui font justement la richesse de toute cette nation. Ben nous sommes acteurs de cela, nous sommes acteurs de cette diversité, à condition évidemment que nos atouts soient mis en avant et soient valorisés. L'économie sociale et solidaire se propose de faire cela en collaborant avec le système politique, en collaborant avec les politiques, puisque vous savez qu'il y a un ministère dédié à l'économie sociale et solidaire, le secrétariat d'État, et ce secrétariat d'État se dit très attaché justement aux réalités locales, et donc nous allons profiter de cette opportunité qui nous est faite pour que nous puissions valoriser ces réalités. Et là encore, on se rend compte que l'économie sociale et solidaire n'est pas un copier-coller de l'existant dans l'économie classique, mais qu'il y a la nécessité de promouvoir des modèles économiques particuliers, spécifiques à l'économie sociale et solidaire. Alors, j'en veux pour preuve, vous connaissez les monnaies alternatives, il y a des dispositifs de financement solidaire, il y a des activités aussi qui se disent être solidaires, etc. Alors, il ne s'agit pas d'un hymne, il ne s'agit pas de crier qu'on est solidaire et puis que les faits ne s'avèrent pas, mais il n'empêche, et je touche du doigt le monde associatif à ce niveau, comment vous voulez qu'une association employeur aille devant une banque emprunter, allez, 200 000 euros pour son développement, sachant que, je me laisse, je ne sais pas, tu dégages. Pardon. Donc, je disais donc que, pardon, excusez-moi, je viens d'être interrompu par un individu que je ne connais pas d'ailleurs. Donc, je disais que comment vous voulez qu'une entreprise qui aille devant une banque emprunter 200 000 euros par rapport à un hypermarché classique qui aille aussi emprunter 200 000 euros et que la banque fasse confiance à l'association et ne fasse pas confiance à l'hypermarché. C'est strictement l'inverse. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'un hypermarché a un moteur de sécurité financière qui s'appelle la rentabilité, le chiffre d'affaires, la dynamique de profit qui assure ses capacités de remboursement. Alors que l'association a but lucratif très limité, voire à but non lucratif, vous imaginez que, mis à part si le président, et je sais de quoi je parle, s'engage sur ses biens propres pour garantir l'emprunt de l'association, ou si cette association dispose d'un patrimoine foncier conséquent, ce qui est quand même très rare, l'association n'a aucune garantie ni de remboursement, ni d'assurance du prêteur. Donc, résultat, on se retrouve dans une totale inégalité de traitement, alors que cette association aurait peut-être plus besoin que l'entreprise à but lucratif de cet argent parce que, comme elle a mis l'individu au cœur du système, c'est d'abord pour les individus qui assurent sa dynamique, c'est d'abord pour les individus qui travaillent pour elle qu'elle a besoin de ces fonds pour assurer les salaires, pour assurer la dynamique de développement de son organisation, etc., etc. Et ça, ce n'est pas un discours pour l'instant qui est compris par le système économique classique, qui est le principal du système d'emprunt, parce que leur logique, c'est tout simplement une logique de rentabilité. Donc, il faut que nous puissions développer des outils particuliers, spécifiques
à l'économie sociale et solidaire et qui joue au même titre que nos outils, les outils que l'on rencontre dans l'économie classique, en termes de garantie, en termes de rassurance des prêteurs, et puis en termes aussi et surtout, et ça, Dieu seul sait si le monde associatif en est conscient, en termes de visibilité. Alors, toutes les associations ne peuvent pas et n'ont pas la capacité de signer des contrats pluriannuels avec le monde politique, par exemple, pour obtenir sur 5 ans l'assurance d'une subvention fixe et fixée, voire évolutive en fonction de l'inflation, etc., etc. Et je vais terminer mon propos en disant et en précisant un exemple assez anecdotique, mais malheureusement révélateur, c'est celui des Restos du Cœur, qui, en 1986, lorsqu'ils ont été créés, 85, quand ils ont été créés par Coluche, donc ça fait bientôt 40 ans, on n'aurait jamais imaginé que autant de bénéficiaires soient littéralement dépendants d'une structure non gouvernementale associative telle que celle-là. Et lorsque, à la fin, en septembre ou octobre, les Restos du Cœur étaient au bord on va dire de l'arrêt, compte tenu de 35 millions de déficits qu'ils avaient, voire 35 millions de manquements, ça ne s'appelle même pas un déficit, c'est un manquement de fonds. Vous avez quelqu'un comme Bernard Arnault, qui est quand même l'homme le plus riche du monde, hein, qui est un Français, qui a directement abondé pour 10 millions d'euros, d'un coup, comme ça. L'État a promis, donc je pense, à verser 25 millions complémentaires. Et on se rend compte que le président des Restos du Cœur, le président national des Restos du Cœur, a quand même pris une image qui est assez révélatrice, qui est celle de dire, vous savez, si aujourd'hui vous gagnez 1000, mais que vous avez 1200 d'engagement chaque mois, le premier mois, vous vous retrouvez avec un déficit de 200, il y a un heureux donateur qui vous donne 200. Mais le mois prochain, vous aurez exactement le même problème. C'est-à-dire que vous aurez gagné 1000 et vous aurez encore 1200 d'engagement. Donc, vous aurez encore ces 200 de décalage et de déficit. Donc, comment fait-on? Et j'ai trouvé cet exemple extrêmement significatif. Ça m'a fait beaucoup de peine, mais il était très significatif parce qu'aujourd'hui, c'est dans cette situation que nous nous retrouvons, dans le monde associatif notamment, parce que nous avons cette difficulté, cet aléa qui pèse sur nous, cette épée de Damoclès qui pèse sur nous, parce qu'au hasard d'une élection, au hasard d'une volonté, les subventions qui sont quand même au cœur de notre dynamique d'existence et de financement peuvent évoluer bien souvent dans le sens négatif et nous retrouver du jour au lendemain à faire du chantage. Parce que, encore une fois, si l'association, si la structure n'a pas un poids suffisant pour faire du chantage, rien ne se fait. Et des milliers de petites associations comme ça sont en aussi, voire meurent dans le silence parce qu'elles n'ont pas le poids nécessaire. Alors, quand on s'appelle l'ADAPI comme il y a quelques années en Martinique, là, quand l'ADAPI a eu ce gros souci, les politiques ont tout de suite réagi parce que c'était des centaines de bénéficiaires qui allaient se retrouver avec des milliers de parents qui allaient se retrouver à la rue. Là, les Restos du Cœur, l'État a réagi, des mécènes ont réagi, etc. Mais encore une fois, il faudrait que nous puissions générer un mouvement allez, on va dire un lobby suffisant dans le monde associatif et dans l'économie sociale et solidaire pour que à la fois les bailleurs de fonds puissent se rendre compte que seule la visibilité de la pluriannualité des contrats et des conventions pourrait nous donner cette visibilité, mais aussi que nous puissions développer des outils spécifiques à l'économie sociale et solidaire qui pourraient justement nous permettre de nous développer, on va dire, dans notre domaine, dans notre champ d'évolution et pas systématiquement aller emprunter bien maladroitement des outils ou des dispositifs qui ne nous sont pas du tout adaptés à nos réalités, notamment notre lucrativité limitée. Donc, voilà ce que je peux dire globalement sur le rôle et les missions de la CRES. Alors, j'ai été synthétique, je n'ai pas forcément, comme à mon habitude, suivi la trame que nous a généreusement mise sous les yeux Sandra, mais si vous avez des questions, si vous avez
des remarques à faire, je suis bien évidemment totalement à votre disposition pour tenter d'y répondre très humblement. Alors, je vous remercie de votre écoute. Tu as une question? C'est quoi ATI? Ah oui, alors, euh, formation sur les coopératives et les ateliers d'insertion. Normalement, il doit certainement y avoir une faute, ce sont les ACI, les ateliers chantiers d'insertion. OK. Donc, c'est toi qui as fait la faute, Sandra. Bien sûr. Il y a Monsieur Marie qui lève la main. Oui, On vous c'est écoute, vrai, Monsieur Marie. Marie. Bonsoir, Monsieur Marie. Je crois que Monsieur Marie a un problème de micro et donc, du coup, on ne l'entend pas. Monsieur Marie, votre problème n'a toujours pas été résolu. On ne vous entend pas. Là, le micro est coupé. Là, il est ouvert. Il est Est-ce qu'il peut ouvert, mais on ne écrire? l'entend pas. Est-ce que vous pouvez écrire votre message, peut-être dans la discussion, s'il n'est pas, votre question, s'il n'est pas trop long? Elle n'est pas trop longue, la question. Alors, en attendant qu'il écrive sa question, il y a Myriam Thiraud qui souhaite intervenir. Allez-y. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je représente l'association Zéro Déchet Martinique. Excusez-moi. Dans la diapo, la dernière diapo là qu'on avait à l'écran, tout à la fin, c'était marqué que la CRES espérait pouvoir développer tout l'aspect coopération caribéenne. Et du coup, voilà, j'en profite, Monsieur Monduit, de vous poser la question puisque vous en avez pas du tout parlé. Comme ça, je vous redonne la parole tout de suite parce que c'est vrai que ça, c'est vraiment un aspect qui, en tout cas, de notre point de vue, manque beaucoup pour que justement il y ait comment dire, un organisme qui nous aide à faire les ponts, quoi. Voilà, avec nos voisins, en fait. Merci. Madame Thiraud, je ne saurais vous remercier de l'opportunité de votre question et je ne saurais cesser de m'auto-flageller de n'avoir pas évoqué cela. Comme Sandra Sébarek me reproche toujours d'être trop long, donc j'ai voulu faire court et effectivement, la coopération, j'ai envie de dire caribéenne. Alors, pour ceux qui ne maîtriseraient pas le concept, la Caraïbe, les Antilles, c'est le chapelet d'îles qui part quasiment des Bahamas et qui va au nord du Venezuela. Et la Caraïbe, c'est ce chapelet d'îles qu'on appelle les Antilles, parce qu'il ne faut pas croire que les Antilles. Alors, j'ai même entendu un ministre dire que les Antilles françaises, c'est la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Alors, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Et je rappelle que la Guyane ne fait pas partie des Antilles. Désolé, elle ne fait pas partie des Antilles. Par contre, ce qu'on appelle Caraïbes, c'est l'ensemble du bassin composé à la fois du chapelet des Antilles, composé du chapelet d'Antilles, plus l'ensemble des pays, des grands pays continentaux qui baignent dans la mer des Caraïbes. Donc, on a le Panama, on a même la Floride, on a. Donc, vous voyez, la Floride fait partie de la Caraïbe. C'est un État américain qui fait partie de la Caraïbe. Donc, c'est en gros ce qu'on appelle le bassin caribéen. Alors, Madame Thiraud, je vais revenir à votre remarque. Je crois qu'elle est fondamentale. Parce qu'aujourd'hui, les questions qui nous concernent dépassent largement notre petit microcosme géographique, voire géopolitique. Lorsqu'on a des problèmes de sargasses, lorsqu'on a des problèmes de réchauffement climatique, avec le risque des réfugiés climatiques, lorsqu'on a des problèmes culturels, on connaît les problèmes d'obstacles culturels, les difficultés des peuples migrants qui arrivent sur des terres clandestines. Et nous, en Martinique, on connaît aussi ces difficultés migratoires. On a, entre guillemets, une chance, c'est que nos migrants sont des gens qui nous ressemblent extrêmement étroitement sur le plan culturel, sur le plan ethnique, sur le plan géopolitique, sur le plan historique, etc. Donc, les problèmes sont, entre guillemets, absorbés. Mais il n'empêche que les problèmes migratoires, les problèmes de pauvreté, les problèmes climatiques, et Dieu seul sait si nous sommes exposés aux cyclones, aux tempêtes, au risque de tsunami, au risque volcanique, etc., etc., sont fondamentalement des problèmes
transterritoriaux, c'est-à-dire qu'on ne pourra envisager de solution que dans la coopération. Et la coopération caribéenne est une coopération fondamentale. Prenons un exemple, et encore une fois, ne voyez pas chez moi un militantisme exacerbé, mais lorsque vous regardez les grands pays des Antilles, du nord des Antilles, les grandes îles, Cuba, Saint-Domingue, Haïti, cette capacité de résilience, surtout à Cuba, cette capacité de résilience qu'ils ont face aux risques cycloniques. Parce que en termes de positionnement géographique, ils ont une probabilité plus forte de recevoir les gros phénomènes cycloniques que nous qui sommes plus au sud, plus proches de l'équateur. C'est la raison pour laquelle en Guyane, il n'y a jamais eu de cyclone. Barbade, Trinidad, la probabilité est moins, et la Guadeloupe est moins bien lotie que nous de ce point de vue. Vous imaginez que cette science que les Cubains ont développée en termes de protection contre la venue des cyclones, en termes de déplacement des populations, avec des abris, etc., vas-y, tu peux jouer. En termes de protection, dans des abris, etc., nous avons toute cette science que nous pouvons en tirer. Et je ne vous parle même pas sur le plan botanique, ce que les Cubains réalisent, parce que comme ils sont en déficit alimentaire compte tenu de blocus qui dure depuis plus de 60 ans, vous imaginez toute la science qu'ils ont développée sur le plan médical, sur le plan botanique, sur le plan faunistique, etc. Eh bien, nous avons effectivement des leçons. Nous, Martiniquais, Guadeloupéens, nous sommes aussi la porte ouverte, on va dire législativement et légalement, constitutionnellement de l'Europe vers la Caraïbe et nous sommes la porte, le passage obligé de la Caraïbe vers l'Europe. Ça aussi, nous pouvons en bénéficier. Et la coopération caribéenne par rapport à la dernière pandémie nous l'a montré, par rapport à la lutte contre la dengue. Aujourd'hui, nous pouvons même donner des leçons aux Européens qui sont de plus en plus victimes du moustique tigre quant à notre capacité de résistance et de lutte contre ces phénomènes. Donc oui, effectivement, la coopération est fondamentale. Simplement que nous avons beaucoup de mal déjà à faire émerger l'économie sociale et solidaire à travers les missions qui nous ont été assignées. Et donc, si nous nourrissons ce besoin, si nous nourrissons cette ambition, pour l'instant, j'avoue que nous ne sommes pas très bons. Nous ne sommes pas très bons dedans. Alors, cette coopération, elle a quelques balbutiements. Alors, on est proche des Guadeloupéens parce que, historiquement et constitutionnellement parlant, ben voilà, les choses se font beaucoup plus facilement. On est proche des Guyanais, par exemple sur les PTCE. Sandra est mieux placée que moi pour l'évoquer. Effectivement, il y a des avancées. Il y a des avancées. Mais là aussi, il faut que très vite, cette coopération s'établisse parce que les grands chantiers, les grands challenges, les grands dangers qui nous menacent, eux, ils ne nous attendent pas. Et merci encore, Madame Thiraud. Il y a d'autres questions, des remarques ou compléments d'information? Monsieur Monluy, tu as été très explicite, très détaillé. Non, mais je n'ai pas fini. je dois dire à l'adresse des auditeurs ici présents que la Cresse ne s'amène pas ou ne se ramène pas à Michel Monlouis. Je vous rassure tout de suite, je ne suis que le président du conseil d'administration et je voulais dire, pour terminer peut-être mon propos, que ce conseil d'administration, c'est un conseil d'administration resserré autour de 10 membres, on va dire, choisis pour leur diversité et leur représentativité relative du monde de l'économie sociale et solidaire sur le territoire de Martinique, dont 7 actifs réellement, mais très vite, dès que l'institution aura été mise en place, notamment lorsque l'équipe de permanent aura été recrutée et mise en place, puisque les locaux sont déjà opérationnels, hein, je rassure tout le monde, il faut savoir que nous allons entreprendre une grande campagne on va dire, d'enrichissement, de complément de notre conseil d'administration parce que, par ma volonté, mais aussi par la loi, il faut que ce conseil d'administration soit absolument représentatif de toutes les instances qui, on va dire, qui touchent de près ou de loin à l'économie sociale et solidaire. Et parmi ces instances,
encore une fois, statistiquement, alors je vais y répondre. Hein. Parmi ces instances, majoritairement, il y a le monde associatif. Et le monde associatif, dans toutes ses dimensions, dans toute sa dimension, compte tenu de l'ensemble des activités qu'il couvre, il est pour moi essentiel que ce monde associatif soit représenté. Alors, il y a une question qui est comment la CRES accompagne-t-elle concrètement les porteurs de projets qui souhaitent devenir entreprise de l'ESS en dehors du cadre associatif? Alors, concrètement, il y a plusieurs aspects à aborder. Premier aspect, il faut savoir que pendant plus de 4 ans, la CRES n'a pas joué son rôle en Martinique. Elle était dissoute. Les instances nationales se demandaient comment se fait-il que ce vieux petit canard qui s'appelle la Martinique puisse ne pas disposer d'une CRES normale, d'une CRES tout simplement. Alors, et je me souviens que la représentante ESS en Martinique était bien gênée au niveau du national parce que elle levait les épaules en disant, bon, ben, écoutez, il n'y a pas de CRES. Bon. Aujourd'hui, il y a une CRES. Mais il faut bien savoir que les structures de l'économie sociale et solidaire, que ce soit associative, insertion par l'activité économique, etc., n'ont pas attendu la CRES pour avancer. Donc, c'est très humblement que la CRES doit trouver sa place en liaison, en collaboration, en complément de ces instances pour que justement ce rôle de coordination, puisse pleinement jouer son rôle et pas arriver avec ses gros sabots en disant nous on sait faire et puis vous désormais vous ne servez plus à rien. Ça c'est extrêmement important. Et donc pour répondre à cette question, il y a des structures, il y a des instances, il y a des consultants qui accompagnent aujourd'hui les porteurs de projets, qu'ils soient du monde associatif ou pas, et qui voudraient faire partie de l'économie sociale et solidaire. La seule chose que nous avons constatée, c'est qu'il y a une tendance à l'exagération dans la monétisation des prestations, et c'est là où, très rapidement, nous avons commencé à jouer notre rôle de, on va dire, je mets des guillemets, très humblement, de gendarme, parce que nous avons cette possibilité équivalent aux chambres consulaires, puisque nous avons le droit d'ester en justice, et donc nous avons commencé à réguler, réglementer, régulariser un peu un marché que je trouve qui était exagérément exploité par certains consultants trop scrupuleux. Trop peu scrupuleux, pardon. Et donc, voilà, à partir de là, ce rôle. Maintenant, encore une fois, le vrai rôle de la CRES, ce sera celui qui va accréditer certains cabinets qui répondront à un cahier des charges et nous allons aiguiller vers ces cabinets spécialisés les porteurs de projets avec pour nous toujours la possibilité, parce qu'on a cette chance au niveau de la CRES d'avoir un conseil d'administration composé de gens qui ont des compétences particulières dans l'économie sociale et solidaire. Alors, en tant qu'universitaire, vous imaginez bien que comme je travaille sur l'économie sociale et solidaire, c'est un secteur évidemment qui me parle depuis une quinzaine d'années. Et Sandra, n'en parlons pas, etc. Donc, nous allons nous donner ce droit de regard et nous allons être un petit peu à l'écoute des porteurs de projets qui, suite à un accompagnement, vont développer, nous l'espérons, leur projet. Donc ça, ne craignez rien, il y aura un répertoire des consultants qui sera chargé de cet accompagnement. Pour l'instant, j'ai presque envie de dire que nous le faisons de façon informelle et on va dire solidaire, mais nous ne pouvons pas aujourd'hui vous dire venez, voilà le numéro de Michel Montlouis, ou etc. Venez, il va vous accompagner, etc. Parce que ce n'est pas le rôle du conseil d'administration de la CRES. Alors, le travail de labellisation des cabinets d'accompagnement des dialogues. Ah oui, ça c'est extrêmement. Alors, il y aura non seulement un appel à candidature, mais il y aura aussi un appel à sollicitation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous sommes d'ores et déjà en capacité, alors nous ne le faisons pas parce que il faut absolument que l'équipe permanente de la CRES soit opérationnelle pour que nous ne puissions pas un petit peu brasser de l'air et puis qu'ensuite vous preniez votre téléphone en me disant oui, mais ça sonne dans le vide à la CRES, il n'y a personne. Oui, tant que l'équipe de permanent n'a pas été recrutée et formée, alors je dis recrutée, elle est en train d'être recrutée, elle va être formée, à ce moment-là, alors, je ne vais pas vous donner d'échéance parce que, bon, chaque fois que je donne des échéances, elles ne sont pas tenues, mais dans les
les 2 mois et demi qui suivent, qui viennent, dans moins de 3 mois, il y aura cette équipe de permanents et il y aura ce cahier des charges qui sera mis à la disposition des uns et des autres et nous allons nous-mêmes les auditer pour savoir si cette accréditation peut être donnée à tel ou tel cabinet d'études. Donc, il y aura un cahier des charges avec nécessité, donc c'est comme un référentiel, ce sera un référentiel d'accréditation qui sera mis à la disposition des uns et des autres et en fonction du respect de ce référentiel, ils auront l'accréditation. Je rappelle et je précise qu'il n'y aura pas une vision exclusive et discrétionnaire de la CRES, vous imaginez bien, mais au-dessus de nous, la dette va aussi jouer son rôle puisque les fonctions d'accréditation de la dette sont déjà plus qu'avérées puisque, par exemple, en matière des US, d'entreprises solidaires d'utilité sociale, c'est la dette qui donne cette accréditation. Donc, nous allons travailler de concert avec notre structure, on va dire, de tutelle, qui est la direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Alors, quelle est l'adresse du... Alors, on peut vous la donner. Hein, l'adresse, le siège social se situe 11 avenue France Fanon à Bellevue, en Martinique. Alors, nous sommes dans l'immeuble au rez-de-chaussée qui est contigu à l'église de Bellevue. Alors, ceux qui connaissent hein, l'église de Bellevue, pas très loin du stade Louis-Achille, 11 avenue France Fanon. C'est une avenue. Hein, bon, c'est une... Alors, tu as madame Walid qui avait levé la main. Oui, c'est vrai. Pardon, madame Pounali. Bonsoir. Il n'y a pas de souci. Bonsoir, monsieur Montlouis. Bonsoir, monsieur Montlouis. Je tenais à vous remercier parce qu'en fait, pour ce webinaire, parce qu'en fait, moi, j'interviens dans le monde des aidants familiaux et c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de choses et comme il n'y avait plus de CRES, on m'a orienté vers le statut associatif, mais qui ne répond pas en fait sur le terrain à la réalité, que ce soit pour les aidants familiaux, aussi bien pour les entreprises que je dois accompagner. Donc, je suis passée par un parcours, alors j'ai suivi les conseils, on s'est mis en association, mais le problème, c'est que le problème des aidants, notamment des salariés, donc quand je dois facturer des entreprises, donc j'ai gardé mon entreprise individuelle, j'ai fait la bourse paille, donc c'est dans ce cadre-là que j'ai été accompagnée. Merci. Et donc voilà, donc je fais un travail de terrain depuis 2 ans, mais en fait, le fait qu'il n'y ait pas de CRES, effectivement, j'ai vu aussi le DLA, mais c'est la première fois que j'entends que malgré ma connaissance du monde entrepreneurial, c'est la première fois qu'on me dit que c'est la dette quand même qui donne l'agrément ESUS. Donc, je remercie tout le travail que vous faites parce qu'il est vraiment utile, parce que malheureusement, la structure associative, et ne serait-ce que pour les bénévoles, malheureusement, avec la crise, même la Croix-Rouge disait qu'ils perdaient leurs bénévoles, la crise fait qu'on ne peut pas toujours tout mettre sur le bénévolat et que même quand on veut devenir association employeur, quand on n'est pas bien accompagné, c'est vrai que c'est bon. Alors, moi, j'ai été bien accompagnée. Maintenant, on a essayé de répondre. Je suis aujourd'hui service à la personne au sein d'une coopérative nationale. Comme ça me permet de faire bénéficier effectivement aux aidants familiaux d'une remise immédiate. Et donc, rapidement aussi, je suis payée. Donc, je n'ai pas les problématiques locales, on va dire ça comme ça. Mais c'est un travail de fourmi qui a été possible parce que je suis une ancienne entrepreneuse qui a longtemps accompagné d'autres entrepreneuses. Aujourd'hui, c'est bien, je suis le premier cabinet de conseil en accompagnement des aidants de Martinique expatriés et de leur employeur, mais c'est un parcours que je trouve qui m'a aussi bouffé une partie de la santé. Voilà, donc je suis contente d'avoir entendu que les entreprises à mission sont de nouveau bien accompagnées et seront de nouveau bien accompagnées, mais même pour les consultants, je n'ai pas eu connaissance de consultants pouvant m'accompagner sur cette thématique. Donc, je tenais à vous remercier et à vous montrer toute l'importance. On m'a même parlé de la crèche en Guadeloupe. J'ai dit oui, mais moi, je vais développer la Martinique. Donc, voilà.
Donc, parce qu'on a des besoins ici, comme je vous ai dit, le problème des aidants familiaux qui ne va pas. Voilà, je suis même montée très, très, très haut dans mon échelle de recherche et de sensibilisation jusqu'à l'ancienne mandature au niveau du MEDEF. Bon, je n'ai pas eu de réponse me permettant enfin, ça m'a montré que j'avais encore du travail à faire. Donc, voilà, je tenais à vous signaler que en dehors de votre initiative et de votre propos de ce soir, c'est la première. Alors, j'ai été sensibilisée effectivement à l'ESS dans le cadre c'est le CFI, donc c'est un organisme de formation, Caribbean Founders Institute, qui nous accompagnait sur la bourse paye, qui nous a sensibilisés à tout ce qui est entreprise solidaire, l'économie sociale et solidaire. Mais le problème, c'est que après, pour la suite, c'est pas adapté à. Voilà. Merci encore. Et voilà, donc nous prenons bonne note et puis nous sommes derrière vous et à côté de vous. Et voilà. Alors, Madame Kounali, c'est nous qui vous remercions, hein, parce qu'un tel parcours avec autant d'obstacles et ce don de vous-même que vous avez fait, je crois que c'est la première richesse, cette expérience. Et j'ai envie de vous dire que je vais garder contact avec vous. Entre Merci. guillemets, j'ai besoin de vous. Euh, et donc, on va rester en contact. Et puis, je crois effectivement que, bon, nous, comme disait Aimé Césaire, plusieurs petits pas solidaires valent mieux qu'un grand pas solitaire. Et effectivement, la Guadeloupe nous aide, la Guyane nous aide, Mayotte nous aide, et les chambres de l'économie régionale, de l'économie sociale et solidaire, par définition, sont extrêmement solidaires. On était dans un webinaire il n'y a pas très longtemps, je sais pas si c'était vendredi ou jeudi, et on avait effectivement toutes ces cresses. Avec la technologie et le Zoom, on peut effectivement rapprocher les milliers de kilomètres et nous étions effectivement en train d'échanger et les uns et les autres faisaient part de, de leur expérience et nous étions très contents. Alors j'écoutais avec beaucoup d'humilité parce que là, on est en train de démarrer notre course, notre chantier, alors que les autres sont déjà largement, les chantiers sont déjà largement engagés. Et effectivement, alors Sandra, tu pourras communiquer nos adresses mail presse à ces différents auditeurs et tu as même l'autorisation de communiquer mon mail perso, mon louis.michel@wanadoo.fr, s'il te plaît. Je vais Et donner le mail de la Grèce, monsieur bon, Montluy. d'accord, oui, mais bon, tu sais bien que Et bon, le but, on va mon mail, faire mais les oui, mon choses. louis.michel, mon louis santé, hein, Je vais envoyer. monlois.michel@wanadoo.fr. Voilà. Et puis, Alors, on arrive à la fin de sa voilà. Ah, présentation. je me tais et je remercie chaleureusement l'auditoire et les initiateurs de ce projet en leur signalant que je me tiens et je me tiendrai toujours à leur disposition. Merci, monsieur Montluy. Merci aux participants et participantes donc, et pour cet échange. Donc, on vous transmettra une petite présentation donc, de la Grèce avec les coordonnées et les adresses mail. L'essentiel, c'est que vous ayez bien pris le temps de mettre vos bonnes adresses mail pour que l'envoi puisse se faire convenablement. Et puis un salut particulier à M. Séverin-Marie parce qu'il a tenté d'intervenir, mais des problèmes techniques l'ont empêché de. Mais il pourra nous joindre par mail. Et donc, je me ferai un plaisir de répondre à ces questionnements. D'accord. Merci Très bien. chaleureusement aux uns et aux unes et aux autres. Merci à tout le monde. Et donc, je vous donne rendez-vous dans 2 secondes pour le dernier webinaire de ce soir, donc avec la RACT ITT, qui va nous donc parler de la qualité de vie et conditions de travail. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment vous